Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo d'analyse. Je vais analyser un reel qui est passé sur donc Instagram. Je pense que vous l'avez tous vu, ce reel là. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah, je vous passerai que des extraits, je vais pas le mettre en entier, mais vous n'avez pas raté grand chose. Pour ceux qui l'ont vu, ouais, j'ai rien à dire de plus, à part que bah, là on va essayer de décortiquer un petit peu ce qu'on peut voir dedans. C'est un reel qui a suscité pas mal de réponses, il y a eu pas mal de réactions et tout ça. Moi là je veux vraiment faire une analyse des affirmations qui ont été faites dans la vidéo de manière objective, et apporter un regard critique sur celle-ci, parce qu'il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, et je vais expliquer pourquoi je suis pas d'accord. Et je vais pas par contre parler des réponses que la vidéo elle a suscité, je vais pas donner un avis sur les choses subjectives notamment de la vidéo. Il y a un aspect qui peut être considéré comme sociologique, que je pense, pas non plus trop aborder. Moi, je vais juste m'arrêter sur certaines affirmations et aussi sur certaines sources qui ont été utilisées dans la vidéo et montrer que, bah, pour la plupart, c'est pas enfin, notamment une, c'est pas une bonne source. Donc, alors, en fait, j'ai mis toutes les vidéos ici, je les ai découpées en mini-vidéos et je vais analyser ça au fur et à mesure. Donc, on va attaquer. Donc, temps estimé de la vidéo, j'allais oublier. Il y a une trentaine de diapos, plus les petits extraits, mais c'est court. Je pense qu'on a au moins pour une, on va dire 35 minutes. Allez, on va viser large, 35 minutes, ok. Donc on regarde la première partie de la vidéo. Donc là, ça dure 10 secondes, et puis ensuite on enchaîne. Eh, franchement, arrêtez avec votre Vous nous faites chier. blablabla, c'est parce que c'est bon pour la santé. Alors non, déjà ça, on arrête. Je vais juste m'arrêter là, parce qu'après il y a la suite. L'affirmation est faite quand même, et ça me pose problème. Je vais juste repartir un tout petit peu en arrière. Santé. Alors non, déjà ça, on arrête. Donc le sport c'est bon pour la santé, alors non, déjà ça on arrête. Moi ça me pose problème de dire ça, parce que même si après derrière, ils essayent de justifier pourquoi ils disent ça, bah il y a quand même, et on va voir que c'est mal justifié, en plus de ça. Et moi je suis pas du tout d'accord avec ça, ok. Le fait de dire que le sport c'est pas bon pour la santé, ça pose problème. Alors après ça pourrait être pas bon dans le sens que ça apporte pas de bénéfices ou quoi, enfin bon, peu importe comment on le prend, ça peut pas être vrai, et on va voir pourquoi. L'OMS considère les activités physiques comme un vecteur de bonne santé. Ok, donc nous on va commencer, hop, ici. On va voir un petit peu ce que dit l'OMS, j'ai repris les grandes lignes, donc là en gros c'est les guidelines de 2020, ok, donc c'est relativement récent. On va voir à qui elle s'adresse, et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est une directrice de santé publique, elle s'adresse à toute la population, à partir de 5 ans, indépendamment du sexe, de l'origine culturelle ou du statut socio-économique, et sont pertinentes pour les personnes de toute capacité. Les personnes souffrant de maladies chroniques ou d'un handicap, et les femmes enceintes et en postpartum, doivent s'efforcer de respecter ces recommandations dans la mesure du possible et de leurs possibilités, bien évidemment. Donc du coup, en fait, c'est divisé par tranche d'âge, ok. Donc les enfants, 18 à 64 ans, les personnes âgées, et aussi les femmes enceintes et en postpartum. Et à chaque fois, dans chaque catégorie d'âge, ils incluent les personnes qui ont des maladies chroniques ou un handicap. Et donc, si on est sur la tranche d'âge des personnes de 18 à 64 ans, tous les adultes, les recommandations, c'est que tous les adultes doivent pratiquer une activité physique régulière, ok. Donc 150 à 300 minutes d'activité physique aérobique d'intensité modérée, ou au moins 75 à 150 minutes d'activité physique aérobie intense vigoureuse, ou une combinaison équivalente d'activité d'intensité modérée et d'activité d'intensité vigoureuse tout au long de la semaine. Ok. Donc en gros, vous faites votre mix, mais en gros, c'est 75 à 150 si c'est une intensité forte, 150 à 300 minutes si c'est une intensité plutôt plus modérée. En plus de ça, les activités de renforcement musculaire d'intensité modérée ou supérieure impliquant tous les principaux groupes musculaires au moins 2 jours par semaine. Ok. Donc on a entre 75 et 300 minutes en fonction de l'intensité, et en plus de ça, 2 séances de musculation, grosso modo, par semaine, ok. Ça, c'est ce que l'OMS nous dit pour être en bonne santé, ok. Ensuite, on va passer là, donc, chez les adultes, pourquoi faire de l'activité physique? C'est l'OMS toujours qui nous le dit, l'activité physique, elle est bénéfique pour les résultats de santé suivants, donc, mortalité toutes causes confondues, mortalité due aux maladies cardiovasculaires, hypertension, diabète de type 2, cancer spécifique, santé mentale, santé cognitive, sommeil et mesure de l'adiposité, donc ça peut avoir un effet aussi sur la perte de poids. Chez les adultes, un comportement sédentaire, en revanche, élevé est associé à des effets néfastes sur les résultats de santé suivants.
Bah, ça va être à peu près la même chose, hein, donc ça va augmenter la mortalité toutes causes confondues, mortalité par maladie cardiovasculaire, mortalité par cancer, incidence des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2 et du cancer. Ok. Et il est recommandé que les adultes devraient limiter le temps passé à être sédentaire, le remplacement du temps sédentaire par une activité physique, quelle qu'en soit l'intensité, elle est bénéfique pour la santé. Pour aider à réduire les effets néfastes d'un niveau plus élevé de sédentarité sur la santé, les adultes devraient s'efforcer de pratiquer plus que les niveaux recommandés d'activité physique d'intensité modérée et vigoureuse. Pourquoi? Alors, hop, toi, je vais juste te pousser un peu, hop, tu t'étales, et tu t'étales trop là. Et parce qu'en fait, il y a faire de l'activité physique, mais il y a aussi le temps que vous allez passer à être sédentaire, ok? Et donc là, plus vous êtes sédentaire, plus peut-être faudra faire d'activité physique, ok? Plus que les niveaux recommandés. C'est vraiment une base, les niveaux recommandés, et si vous êtes très sédentaire, bah, va falloir s'efforcer de faire plus, ok? Donc ça, c'est toujours l'OMS qui nous dit ça. Les risques peuvent être gérés par une augmentation progressive de la quantité et de l'intensité de l'activité physique. Donc ça, c'est par exemple si vous passez de zéro activité physique à de l'activité physique, il peut y avoir un risque de blessure, de douleur, de ce que vous voulez. Et en gros, ils expliquent comment il faut faire. Il faut juste faire une mise en charge progressive, comme toutes les choses à partir du moment où on fait du sport, comme à chaque fois. Une certaine activité physique vaut mieux qu'aucune activité physique, ça va revenir à chaque fois. Mieux vaut peu que pas. Pour les personnes qui ne répondent pas actuellement à ces recommandations, il est préférable de commencer par de petites quantités d'activité physique, voilà, on ne vous demande pas de faire tout d'un coup, et d'augmenter progressivement la fréquence, l'intensité et la durée au fil du temps, voilà, c'est pour gérer tout ce qui peut être apparition de petites douleurs ou des choses comme ça. On passe pas de rien à tout, ok, on y va progressivement, on a le temps, si on est dans une démarche de passer moins de temps, d'être moins sédentaire, ou de faire plus d'activité physique, ou les deux, et ben on y va petit à petit. Ensuite, je vous ai mis pour les enfants et les adolescents. Pourquoi? Alors, pour moi, la vidéo du Reel, elle ne s'adresse pas forcément aux enfants. Pourquoi? C'est un Reel sur Instagram. Logiquement, les réseaux sociaux, c'est pour les personnes qui ont plus de 18 ans, normalement. Il me semble. Et je pense juste que c'est pas la cible du Reel. Mais c'est juste pour vous donner des idées. En plus, je sais qu'il y a des ostéos, des kinés qui me suivent. Donc comme ça vous permettra, si vous avez des discussions avec des parents, avec des enfants, de connaître les recommandations. Donc pour les enfants de 5 à 17 ans, toujours pareil, y compris avec ceux qui ont un handicap, chez les enfants et les adolescents, l'activité physique a des effets bénéfiques sur les aspects suivants de la santé. Forme physique, donc cardio-respiratoire, musculaire, santé cardio-métabolique, donc hypertension, dyslipidémie, résistance à l'insuline et tout ça, santé osseuse, santé cognitive, santé mentale, donc ça veut dire que plus vous faites du sport, mieux vous s'améliorez à l'école, logiquement, santé mentale, réduction de l'adiposité. Et les recommandations, c'est pour enfants et adolescents, au moins 60 minutes par jour en moyenne d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse, donc 1 heure, à bien se défouler quand même, par jour, c'est beaucoup, hein. Les activités aérobies d'intensité vigoureuse, ainsi que celles qui renforcent les muscles et les os, doivent être intégrées au moins 3 fois par semaine, ok? La muscu, c'est bon, la muscu, c'est bien. Chez les enfants et les adolescents, un comportement sédentaire élevé est associé à des effets néfastes sur les résultats de santé suivants. Conditions physiques. Santé cardio-métabolique, adiposité, comportement... Oui, là, je me suis trompé, mais en gros, voilà, comportements sociaux et durée de sommeil. Il est recommandé que les enfants et les adolescents devraient limiter le temps passé à être sédentaire, en particulier le temps passé sur les écrans à des fins récréatives. Ok, donc sur les écrans, tout simplement. Mais voilà, ce qu'on retient, c'est être le moins sédentaire possible, 1 heure d'activité par jour et de la muscu. Ok. Et je rappelle, pour ceux qui pensent que la muscu chez les jeunes c'est dangereux, ça arrête pas la croissance, ok? C'est pas seulement pour ceux qui veulent devenir athlètes, pas besoin d'attendre 12 ans, hein, voilà, vous voyez, 5 à 7 ans. En fait, il faut que l'enfant il soit surtout capable de respecter les règles de sécurité, en fait, hein, donc comprendre ce qu'on lui demande et tout ça. Ça va pas rendre les femmes les filles ultra musclées, et c'est pas dangereux pour les jeunes, voilà. Donc, on peut faire du sport, de la musculation, aux enfants. C'est assez intéressant parce que dans le reel, en fait, vous allez voir que un des sports qui revient, ça parle de salle, ça parle de musculation, et du coup, c'est assez intéressant parce que moi, du coup, c'est le sport que je pratique, et je connais un petit peu ce qui se dit sur le sujet. Et en plus, dans le domaine de la santé, la musculation, pour le coup, en fait, c'est vraiment très étudié, et on sait que ça a des effets bénéfiques sur la santé.
Les personnes âgées, donc 65 ans et plus, donc toujours pareil avec les personnes, même si la personne elle a une maladie chronique ou elle a un handicap, c'est la même chose. Chez les personnes âgées, l'activité physique contribue également à prévenir donc les chutes et les blessures liées aux chutes, ça c'est hyper important, ainsi que le déclin de la santé osseuse et la capacité fonctionnelle. Dans le cadre de leur activité physique hebdomadaire, on leur conseille d'inclure des exercices d'équilibre fonctionnel, de l'entraînement à la force, à une intensité modérée ou supérieure, 3 jours ou plus par semaine afin d'améliorer leur capacité fonctionnelle et de prévenir les chutes. Les effets de la sédentarité, c'est les mêmes que pour les adultes, donc on va voir toutes les pathologies qu'on a vues. Mais voilà, c'est important pour les personnes âgées, pour maintenir une certaine densité osseuse, parce que avec le vieillissement, le risque d'ostéoporose et ces choses-là, il peut augmenter, et donc mettre des charges et de la contrainte sur le système osseux, ça peut aider à... Alors, si vous avez passé un certain âge, peut-être que vous ne construirez pas plus d'os, mais au moins à maintenir cette masse osseuse, ok. Mais après, ça peut être soulever des charges, les sauts, c'est très bon, enfin après, peu importe le sport, hein, de toute manière, mais la musculation, c'est... Voilà, il y a les activités, on va dire, aérobie, et puis en général, ils rajoutent la musculation derrière. Femme enceinte et en postpartum, donc l'activité physique pendant la grossesse et la période postnatale est bénéfique pour la santé maternelle et fétale, donc c'est bon pour la mère et le bébé. Donc réduction du risque de prééclampsie, d'hypertension gestationnelle, de diabète gestationnel, de prise de poids gestationnelle excessive, de complications à l'accouchement, de dépression postnatale, sans augmentation du risque de mortalité infantile, de complications néonatales ou d'effets indésirables sur le poids de naissance. Donc c'est vraiment bon pour la mère et pour l'enfant. Il est recommandé que toutes les femmes enceintes et les femmes en postpartum qui n'ont pas de contre-indication devraient donc pratiquer une activité physique régulière tout au long de la grossesse et du postpartum, au moins 150 minutes d'activité physique aérobie d'intensité modérée tout au long de la semaine, incorporer une variété d'activités aérobie et de renforcement musculaire. La musculation, on a le droit d'en faire aussi quand on est enceinte. Ajouter des étirements doux si ça peut être aussi bénéfique. Les femmes qui, avant la grossesse, pratiquaient habituellement une activité physique, une activité aérobique d'intensité vigoureuse ou qui étaient physiquement actives, peuvent poursuivre cette activité pendant la grossesse et la période postnatale. Les femmes enceintes et celles qui viennent d'accoucher devraient limiter le temps passé à être sédentaire. Le remplacement du temps sédentaire par une activité physique, quelle qu'en soit l'intensité, y compris légère, est bénéfique pour la santé. Ça revient à chaque fois. Ok. Mieux vaut peu que rien en termes d'activité. Ok. Mieux vaut peu que rien. Et ça, c'est important. Ensuite, oui voilà, je voulais parler, parce qu'en gros, dans le reel, on parle d'activité physique modérée. Alors je sais pas vraiment ce qu'il voulait dire par modéré. Je sais pas s'il parlait en termes de temps ou en termes d'intensité. Donc, là, dans le doute, on va parler notamment du temps. On a parlé en temps et tout ça. Et en termes d'intensité, je vais vous dire un petit peu ce qu'on entend par activité d'intensité légère, modérée ou vigoureuse. Quand on parle d'activité physique d'intensité légère, l'activité physique d'intensité légère, elle se situe généralement entre 2 et 4 sur une échelle d'évaluation de l'effort perçu de 0 à 10. Okay, exemple, marche lente. Pour l'intensité modérée, on est à 5 ou 6 sur l'échelle d'évaluation perçue de l'effort, et on est entre 7 et 8 sur l'échelle de perception de l'effort. Ça, c'est l'échelle relative. Ouais, j'ai mis à chaque fois au début, parce qu'en fait il y a une échelle absolue et une échelle relative. La définition de l'échelle absolue, elle est beaucoup plus compliquée. Donc ce qu'on retient, nous, c'est l'échelle relative. Okay, donc l'échelle relative, 2 à 4, 5 à 6, 7 à 8 sur 10. Okay, donc ensuite on va passer au deuxième extrait. Donc c'est celui-là. L'OMS considère les activités physiques comme un vecteur de bonne santé. Bon, ça heureusement ça a été dit dans la vidéo, malgré le fait de dire avant, de faire une affirmation très bizarre avant. Et par contre, on parle d'activité physique modérée, on parle pas... Alors, ça, on l'a vu, en fait. D'activité physique modérée, on parle pas de séance d'entraînement de 3 heures tous les jours à la salle pour finir avec 30 kg de masse à 10% de body. Ok. Donc, en gros, quand on nous parle d'exercice modéré, on nous parle pas de faire 3 heures de muscu par jour pour finir avec 30 kg de masse et 10% de body fat. J'ai un peu du mal avec cet argument-là, parce qu'en fait, c'est une espèce de faux dilemme, en fait, comme si, opposé à la sédentarité, on devait faire 3 heures de sport tous les jours, avec 30 kg de masse et 10% de body fat. Si on se fie, en fait, à ce que dit l'OMS, elle nous dit pas du tout de faire ça, ok. Et en fait, entre ne rien faire et faire 3 heures par jour,
bah en fait, il y a tout un éventail de possibilités, et comme on a vu dans les recommandations, bah en fait, le fait de faire un peu, c'est mieux que de rien faire, ok? Et ça transforme un peu l'argumentaire de conseiller de se mettre au sport, c'est conseiller de faire des séances de 3 heures par jour. Non, c'est pas ça quand on conseille à quelqu'un de faire du sport. Alors là, je vais juste prendre un tout petit peu de recul. Pourquoi? Là, je vais te faire une interprétation subjective. J'avais dit que j'en ferais pas, mais c'est pour justifier ce que je dis, pour que ce soit bien compris. Je pense que... enfin, moi, il m'a semblé que quand ils ont fait ce reel-là, j'ai l'impression qu'ils s'adressaient à des personnes en particulier, ou à un certain groupe de la population. Peut-être je me trompe, hein, mais j'ai eu cette impression-là qu'ils s'adressaient à une petite portion de la population. Peut-être des gens avec qui ils ont déjà échangé, ou des choses comme ça. Mais en fait, vu que c'est pas précisé, je dois considérer qu'ils s'adressent à tout le monde. Ok? Donc je dois considérer que c'est un message qui s'adresse à n'importe quelle personne qui peut tomber sur le reel. S'il s'était dit, oui, bah alors là, du coup, ce reel-là s'adresse à ces personnes-là, je peux comprendre peut-être cet argument-là qu'on leur a sorti, je sais pas. Mais par contre, à partir du moment où ça s'adresse à tout le monde, bah ça me pose problème. Après, il y a d'autres choses qui me posent problème dans la vidéo, mais c'est pas précisé la cible, donc moi je considère que la vidéo s'adresse à tout le monde. Et donc là, voilà, c'est comme ça que je pense la chose. Peut-être que je me trompe, hein, comme je dis. Donc là, on va passer à la source, donc on va regarder bien. En fait, comme le souligne Hélène Joncheray, cherche Toutefois, le lien entre activité physique, juste retenir cette phrase-là. l'INSEP, plus le sport est intense et compétitif, moins on peut l'associer à la santé et au bien-être. Oui, parce qu'en fait, courir après la performance sans écouter son corps, ça a un prix. Ça, on reviendra dessus après. Donc, moi, j'ai été lire la source, donc je vais juste revenir, hop, pour que vous compreniez bien ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est juste pour dire que j'ai repris à l'endroit de la source. Donc toutefois, le lien entre activité physique, sportive, nanana. Toutefois, le lien entre activité physique et sportive, ok. Donc là, on va parler de la source qui me pose problème. Parce qu'en fait, il y a plein de problèmes autour de cette source. Ok, moi, je suis allé la lire, elle est en accès libre. Je vais vous lire donc ce qui est noté, donc ce qu'on voit là dans la vidéo. Toutefois, le lien entre activité physique et sportive et santé n'est pas systématique. Ainsi, par exemple, le sport de compétition ne peut pas d'emblée être associé avec la notion de bien-être. Ça, c'est ce qu'on retrouve, en fait... bon, c'était juste avant. Ainsi, par exemple, le sport de compétition ne peut pas d'emblée être associé avec la notion de bien-être. Okay, sauf qu'on va lire la phrase qui suit juste après. Une rapide recherche effectuée dans PubMed indique que plus on s'éloigne des activités physiques, définies comme une pratique non compétitive, institutionnalisée ou non, mais de loisir, et plus on se rapproche du sport de compétition, pratiqué en club avec une licence institutionnelle permettant de participer à des compétitions, plus le nombre de références en lien avec le bien-être diminue. 57 487 articles pour le lien entre Effect of Physical Activity on Well-being, 27 839 si on remplace Physical Activity par Sport, et 875 quand on remplace Sport par Competitive Sport. Ce relevé quantitatif de travaux, même s'il ne consiste qu'en une simple recherche par mots-clés, à un instant donné met en avant une disjonction entre les termes sport et bien-être. Si l'activité physique est reconnue comme un facteur de bien-être, ce n'est pas le cas du sport. Alors là, en fait, il y a plein de problèmes. Déjà, ça, c'est l'équation de recherche. Alors, il faut juste savoir que PubMed, ça marche avec... c'est un thésaurus, une logique booléenne, donc en gros, c'est des mots-clés et des boîtes, et on utilise ces mots-clés pour faire une équation de recherche. Si ça, c'est l'équation de recherche en elle-même et qu'elle a été juste tapée comme ça, c'est pas... Je pense pas que ce soit une bonne équation de recherche. Je suis pas le meilleur utilisateur de PubMed, mais moi, quand je fais une équation de recherche, elle ressemble pas à ça, mon équation de recherche. Donc, en fait, on a plein de problèmes. Ça nous dit que quand on met activité physique et bien-être, on a plus de résultats, par exemple, que quand on met sport et bien-être. Donc, l'activité physique, elle a plus de lien avec le bien-être que le sport. Ce n'est absolument pas comme ça que ça marche. Pourquoi ? En fait, on a peut-être tout simplement moins de résultats en utilisant le terme sport, parce que, ou même compétitive sport, parce que admettons que dans la population sportive compétitive, admettons que bah, en fait, c'est une population moins importante, ça peut être une population moins importante, ça peut être une population moins intéressante à étudier, peut-être qu'elle est tout simplement plus difficile à étudier,
Ok, donc ça c'est le premier terme. Et d'ailleurs, si on réfléchit comme ça, en fait, j'ai mis tel quel, hein. J'ai remplacé le terme sport par diabète, et j'ai 171 401 résultats. Ah oui, donc j'ai fait la même chose avec sport, parce que du coup, vu que l'étude date de 2018, j'ai refait le résultat la recherche maintenant, en tapant vraiment cette phrase-là dans PubMed, et donc du coup, j'ai 98 380 résultats, parce que bon, forcément, il y a des nouvelles études. Et quand je tape diabète et bien-être, j'ai 171 401 résultats. Est-ce qu'on peut conclure que le diabète a plus de liens, enfin, est plus du coup, est meilleur pour la santé que le sport? Vous avez 4 heures. Bien évidemment, on peut pas réfléchir comme ça. Ça n'a aucun sens de réfléchir comme ça. Donc comme je vous ai dit, peut-être qu'on a moins de résultats parce que la population elle est plus difficile à étudier ou ces choses-là. Autre chose, en fait, ce que je vous ai dit, ça marche avec des boîtes PubMed. Et en fait, plus vous allez utiliser un terme précis, forcément, moins vous aurez de résultats à la fin de votre recherche. Parce qu'en fait, si vous tapez par exemple sport, et ben en fait c'est un terme qui est plus précis, c'est un terme qui est moins précis, on va dire, que par exemple athlétique performance. Donc forcément, si je tape sport et santé, moi j'ai tapé santé, là j'ai 97 765 résultats. Par contre, si je tape athlétique performance et santé, j'ai 46 421 résultats. Et c'est normal. Parce que la recherche ici, elle est plus précise, donc j'ai moins de résultats, il y a moins de boîtes, ou la boîte est moins grande, vous faites comme vous voulez. Là, c'est la méga grosse boîte, et dans cette boîte-là, c'est comme si en fait vous aviez une étagère avec des tiroirs, et en fait des tiroirs dans des tiroirs. Si vous prenez toute l'étagère en entier, bah, vous allez prendre tous les tiroirs. Si vous prenez que un tiroir dans lequel il y a quelques tiroirs, bah, ça va être plus précis, donc il y aura moins d'objets dedans, et ainsi de suite. Donc forcément ça marche comme ça. Ensuite, par exemple, si je veux le terme, vraiment l'expression athlétique performance, et que je fous des guillemets de chaque côté, j'ai plus que 8115 résultats. Voilà, et c'est comme ça qu'on affine une recherche sur PubMed. Donc, ça c'est un problème. En plus de ça, le nombre d'articles en recherche, en fait en résultat, ça nous dit pas ce qu'il y a dans les articles. Je peux peut-être avoir ici 57 000 résultats qui me disent que l'activité physique, c'est pas bon pour ça améliore pas le bien-être, et j'ai peut-être 875 articles qui me disent que le sport de compétition, ça améliore le bien-être. De toute manière, c'est sûr et certain que dans les articles ici, je vais avoir des articles qui me disent que l'activité physique c'est bien, et il y en a c'est moins bien, parce que forcément, par effet statistique, on a toujours des faux positifs et des faux négatifs dans les études. Donc, c'est pas comme ça qu'on fait une recherche sur PubMed, et à partir de cette recherche-là, de ce mode de recherche-là, on ne peut absolument pas tirer les conclusions qui sont faites de dire que ce relevé quantitatif de travaux, même s'il ne consiste qu'en une simple recherche par mots-clés, à un instant donné, met en avant une disjonction entre les termes sport et bien-être. Absolument pas. Ça ne dit absolument pas ça. Il faut aller lire les études. Ok ? Sinon, diabète et bien-être, bah là, en fait, y a une disjonction plus forte entre les termes sport et bien-être que diabète et bien-être. Ça n'a aucun sens de penser ça. Donc elle me pose vraiment beaucoup de problèmes, cette source-là. Après, le reste de la source, on s'en fiche. Après, j'ai lu, c'est intéressant, mais c'est pas un... c'est intéressant. Moi, c'est pas un domaine qui m'intéresse, mais ça peut être toujours intéressant de lire des choses qu'on maîtrise pas, ou des choses nouvelles. Donc là, on va faire une pause. Alors là, du coup, je sais plus où ça en est. Ah oui, je crois qu'il faut lire la suite. Le sport est intense et compétitif, moins on peut l'associer à la santé et au bien-être. Oui, parce qu'en fait, courir après la performance sans écouter son corps, ça a un prix. À long terme, ça peut créer des problèmes musculaires, articulaires, cardiaques, et on parle même pas des troubles alimentaires que ça peut générer. Mais ça... Donc, en gros, courir après la performance, mais après c'est toujours pareil, hein, on est toujours dans un faux dilemme, hein, de quoi on parle. Si on oppose la sédentarité au fait de courir après la performance, et que courir après la performance c'est dangereux, bah déjà non, et comme on a vu, il y a plein de nuances possibles entre les deux. En plus de ça, juste pour rappel, en fait, la musculation, donc vous avez vu ce qui a été cité, problèmes articulaires, musculaires et tout ça. D'ailleurs, on va juste regarder... Ça peut créer des problèmes musculaires, articulaires, cardiaques, et on parle même pas des troubles alimentaires que ça peut générer. Les troubles alimentaires, on en parlera après, parce qu'on parlera de la bigorexie aussi. Mais voilà, donc en gros, troubles musculaires, articulaires,
cardiaque et tout ça, bah, en fait on voit que la musculation, ça agit sur tout ça, ok? Le renforcement musculaire, ça agit sur le système musculo-squelettique, tendons, cartilage, muscles, os. Ça agit sur tous les troubles métaboliques, systémiques, sur le système cardiovasculaire, donc les cancers, les pathologies métaboliques, les pathologies vasculaires. Ça agit sur la santé mentale, avec la dépression, et là, alors j'ai mis santé mentale, démence, mais on va plutôt dire santé cognitive pour ça, et le sommeil. Donc en fait, la musculation, c'est bon pour tout, donc plutôt le présenter comme quelque chose, quand on s'adresse à tout le monde, moi je trouve mieux de... On peut présenter les risques. Mais moi je trouve que la vidéo elle est quand même orientée, genre le sport c'est dangereux. On a vu la source juste avant qui nous dit qu'il n'y a pas de lien entre sport et tout. Non, enfin la source elle est mauvaise. La musculation c'est bon. Et je voulais juste vous montrer ça. Donc ça c'est qu'est-ce qui tue les gens dans le monde. Ok, c'est de 2019. 33% des personnes meurent de pathologies cardiaques. Ok, donc ça c'est crise cardiaque, AVC et autres. Là, c'est les cancers, 18%. Ces deux choses-là, elles sont là. Donc la musculation protège de ces risques-là. Tout ça, là on a le diabète, là on a les pathologies neurologiques, donc démence et tout ça, ça peut aller là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que la musculation, elle peut limiter le risque de toutes ces pathologies-là, qui représentent 74% des morts, et qui sont des maladies non transmissibles. Okay, par exemple, là, en rouge, c'est les pathologies transmissibles, c'est les infections. Donc, la musculation, c'est bon pour la santé. Okay, maintenant, on va parler un petit peu sédentarité, parce que c'est bien beau de présenter les risques du sport, mais il faut présenter les risques de la sédentarité. Okay, alors déjà, ça concerne qui? Alors, je voulais juste revenir sur ça. Hop, hop. Donc, ça, c'est une revue systématique avec méta-analyse. Donc, c'est la première revue systématique avec méta-analyse d'études observationnelles visant à étudier la prévalence, c'est plutôt la prévalence du mode de vie sédentaire, donc 35%, et de l'inactivité physique, 43%, chez les adultes et les personnes âgées souffrant d'obésité. Les personnes souffrant d'obésité devraient être motivées et soutenues par leur équipe de professionnels de santé pour changer leur mode de vie sédentaire et commencer un niveau minimal d'activité physique afin de prévenir les pires conséquences de l'obésité sur la santé. Donc là, c'est des recommandations qu'on fait aux professionnels de santé pour recommander aux personnes en situation d'obésité de faire du sport. Ok ? Parce que personnellement, je suis kiné, donc je suis professionnel de santé, j'ai un rôle à mener, on va dire, dans la prévention des troubles liés à l'obésité, ou la prévention même de l'obésité, voilà. Faut discuter avec les patients. Là, donc quels facteurs sont dus à la sédentarité? Donc le sexe féminin est associé à un mode de vie sédentaire, avec des femmes qui sont 47% plus susceptibles d'être sédentaires que les hommes, quel que soit leur pays d'origine. 47% plus susceptibles d'être sédentaires que les hommes, quel que soit leur pays d'origine. 19 facteurs associés à un mode de vie sédentaire ont été identifiés, donc le genre, fumer, vivre dans une zone urbaine, voilà, enfin bon, le niveau d'éducation, l'éducation à l'école. Donc la perception d'une inaptitude physique ou des choses comme ça. Donc en fait, voilà, il y a pas mal de choses qui font qu'on peut être, qui augmentent le risque, qui sont des facteurs de sédentarité. Sur le site de la NSES, donc là on est en France, aujourd'hui, seuls 5% des adultes ont une activité physique suffisante pour être protectrice. Donc ce qui signifie que 95% des adultes n'ont pas une activité physique suffisante pour être protectrice. Nos travaux révèlent que les femmes sont plus exposées à un manque d'activité physique. En effet, 70% d'entre elles sont en deçà de tous les niveaux d'activité identifiés pour être en bonne santé, contre 42% des hommes. Donc on a vu, hein, ici, indépendamment du pays d'origine, donc en France c'est le cas aussi. Concernant la sédentarité, passer plus de 8 heures par jour en position assise expose à un risque pour la santé. Les adultes à faible niveau d'études et les moins de 45 ans sont les plus touchés. Voilà, donc il y a tout un tas de facteurs qui font que on va être sédentaire, en fait. Voilà. Donc là, on va rentrer dans les risques de la sédentarité, mais vous les connaissez, hein. C'est voilà, les pathologies cardiovasculaires, en fait on les a vues tout à l'heure avec l'OMS, hein. Les problèmes, donc ça peut être
Ouais, angine de poitrine, crise cardiaque, artériosclérose, hypertension, thrombose, raideur artérielle, au niveau métabolique, obésité, diabète de type 2, tout ça. Là, donc ça prévient pas non plus, parce que vous vous rappelez tout à l'heure, ont été cités les troubles musculaires, articulaires et cardiaques. Bah là, on retrouve les troubles cardiaques dans la sédentarité et pas dans le sport. Là, on retrouve l'arthrose, problème articulaire, arthrite rhumatoïde, ostéoporose et ostéopénie, sarcopénie, aussi des problèmes musculaires. Donc on voit que on nous a présenté le sport, ça peut avoir des risques en faisant ça. Donc en plus, en nous disant qu'en le poussant trop loin, mais la sédentarité, voilà, si on la pousse trop loin, en fait, on peut avoir des problèmes musculaires aussi. On peut avoir des problèmes psychologiques, voilà, des problèmes cognitifs et tout un tas de trucs. Et après, voilà, et d'autres choses, des constipations, voilà, tout un tas de trucs, réduction de l'espérance de vie, voilà. Et cette étude-là, elle nous dit, un peu d'activité physique vaut mieux que pas du tout, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Plus d'activité physique vaut mieux que moins d'activité physique, et que les médecins ont l'obligation de montrer l'exemple dans leur communauté en menant un mode de vie plus actif et plus sain, et en joignant le geste à la parole. Alors ça, c'est ce que dit l'étude, je l'ai mis là parce que c'est drôle. Est-ce que ça m'intéresserait, j'ai pas regardé. Est-ce que par exemple, les patients écouteraient plus un médecin qui prend soin de lui, qui fait de la muscu et tout ça? Peut-être, mais j'avoue que je pourrais pas l'affirmer à 100%. Et on a des études qui montreraient que peut-être, alors c'est trop tôt pour le dire, mais il y a peut-être des gènes aussi qui prédisposent à la sédentarité. Peut-être, trop tôt pour conclure, mais vu que je suis tombé sur ça en faisant mes recherches, peut-être. Et là on va passer aux barrières, donc... Ah oui, alors attendez, je voulais mettre la bigorexie avant... Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer avant de revenir sur les choses, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire que j'ai pas dites encore. Vous vous rappelez, on a dit que pousser son corps trop loin, ça peut être mauvais pour la santé, articulaire et tout ça. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne chez les sportifs de haut niveau. Ok. Donc, les sportifs de haut niveau, donc dans cette étude-là, la majorité des études incluses dans cette revue ont fait état de résultats supérieurs en matière de longévité chez les sportifs de haut niveau par rapport à des témoins de la population générale et d'autres sportifs. Donc l'espérance de vie meilleure ici. Ici, les athlètes olympiques américains ont vécu plus longtemps que la population générale, parce qu'en fait, ils avaient des risques plus faibles de maladies cardiovasculaires et de cancer. Hein. Forcément, c'est ce qui tue le plus, donc si on diminue ça, peut-être qu'on diminue le risque de mourir. Et donc sur les 8124 athlètes olympiques américains, ils ont vécu en fait 5,1 ans de plus que la population générale. Ici, sur 165 000 athlètes, les athlètes vivent plus longtemps et ont une incidence réduite de la mortalité due aux maladies cardiovasculaires et au cancer par rapport à la population générale. Après, en fonction du sport, il y avait des choses qui sortaient plus ou moins. Par exemple, les athlètes d'endurance, les athlètes de sport d'équipe, ils avaient une mortalité toutes causes confondues réduite, pas ceux de puissance. Les athlètes de power de puissance avaient un risque similaire de mortalité par maladie cardiovasculaire par rapport à la population générale, et la mortalité par cancer des athlètes d'endurance n'était pas significativement différente de celle de la population générale. Donc ensuite, en fonction de votre sport, vous allez avoir plus ou moins d'effets. Et ici, du coup, ce qui réfute l'hypothèse de la courbe Angie, ça c'est quelque chose qu'on peut vous présenter. Donc du coup, on revient à ce que dit l'OMS, faites des sports d'endurance, aérobie, et faites de la musculation, faites les deux, comme ça vous cumulerez les effets bénéfiques des deux. Là, alors oui, parce que là du coup je voyais déjà l'argument, je veux dire, oui mais la durée de vie, c'est pas la qualité de vie, ça sert à rien de vivre longtemps, si c'est pour vivre avec une mauvaise qualité de vie, nanani nanana. Donc, j'ai regardé la qualité de vie aussi. Donc, les données de grade A indiquent que les sportifs ont déclaré une meilleure qualité de vie liée à la santé que les non-sportifs. Ok. Donc là, c'était chez des athlètes. Les anciens athlètes avaient des scores de composantes physiques similaires et de meilleurs scores de composantes mentales. Donc, au niveau physique, ils étaient pareils, donc c'était pas moins bien. Mais ils étaient mieux mentalement. Les anciens sportifs dont les scores de la composante physique étaient moins bonnes que la norme de la population, que les normes de la population, ont déclaré de meilleurs scores de composante mentale. Donc, très important. Les facteurs associés à une moins bonne qualité de vie peuvent être expliqués en fait par le fait que y a une retraite involontaire, les sports de collision ou de contact, les commotions cérébrales, l'IMC, l'arthrose, effectivement, il y a quand même il peut y avoir des risques, ok, mais comme il peut y avoir des gros risques aussi à être sédentaire. Hein. Là, les données disponibles indiquent que les sportifs de haut niveau vivent plus longtemps que la population générale et sont moins exposés à deux causes majeures de mortalité, à savoir les maladies cardiovasculaires et le cancer. Donc ça, en fait, j'aurais dû la mettre ici, et là, c'est une étude chez des athlètes olympiques allemands, et là, le taux de survie des athlètes olympiques allemands, il est inférieur à celui de la population générale.
Après, c'est toujours pareil, est-ce que c'est lié au sport? Ou est-ce que c'est lié à certains facteurs de risque qui sont liés au sport, ok? Par exemple, pourquoi pas, par exemple, le dopage, ou il y a peut-être des comportements à risque chez les sportifs de haut niveau, mais qui sont pas dépendants, qui ne dépendent pas directement du sport, ok? C'est des comportements à côté. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on va venir sur la bigorexie, donc on va regarder cette vidéo-là. Et qui touche particulièrement le milieu de la musculation, qui est une addiction au sport qui détruit le corps. Et le sport, elle est juste toxique pour tout le monde. Ceux qui en font, trop souvent. Et même ceux qui en font en étant parfaitement dans la norme. Dans tous les cas, il y a un truc qui va pas. D'ailleurs, depuis 2011, l'OMS reconnaît la bigorexie, qui est une addiction au sport qui détruit le corps et qui touche particulièrement le milieu de la musculation. Voilà, s'il vous plaît, arrêtez de harceler les gens avec le sport au prétexte de la santé. Ok. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'en fait pour nous expliquer que le sport c'est pas bon, donc il y a les problèmes articulaires, les problèmes musculaires, les problèmes qui peuvent être cardiaques, les problèmes de nutrition avec les troubles du comportement alimentaire, on nous rajoute la bigorexie dedans. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit de la bigorexie. Donc la source c'est celle-là, ok, donc depuis le 2011 l'OMS reconnaît la bigorexie et tout ça. Donc moi quand il y a un trouble, ce qu'on peut qualifier d'un trouble mental, ok, donc c'est pas moi qui invente ce terme, hein, c'est dans le DSM-5, un manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, on a effectivement les obsessions d'une dysmorphie corporelle avec en sous-catégorie la dysmorphie musculaire, donc ce qu'on peut appeler la bigorexie. Pour rappeler, la prévalence ponctuelle chez les adultes aux États-Unis est de 2,4% avec un peu plus de femmes que d'hommes. En dehors des États-Unis, elle est un peu plus faible, 1,7 à 1,8% par exemple en Allemagne, avec une distribution plus ou moins similaire, avec un peu plus de femmes que d'hommes. Donc là, c'est pour les dysmorphies corporelles de manière générale, hein, c'est pas que la bigorexie. Il y a des facteurs environnementaux. L'obsession d'une dysmorphie corporelle a été associée à des taux élevés de négligence et d'abus dans l'enfance, ok, donc là qui n'ont rien à voir avec le sport. Génétique et physiologique, la prévalence de l'obsession d'une dysmorphie corporelle est élevée chez les parents au premier degré des sujets présentant un trouble obsessionnel compulsif, donc voilà, il y a une part génétique physiologique. Toujours pas le sport qui rentre là-dedans. Mais bien évidemment, j'ai fait des recherches, ok, et donc du coup, on va pouvoir parler de la bigorexie elle-même. Et donc là, on a une étude de 2009. Alors, c'est 2009, donc peut-être que c'est pas non plus hyper étudié a priori la bigorexie. C'est une étude de 2009, donc peut-être que les chiffres ont changé, mais bon, j'ai que ça, ok. De toute manière, ça doit pas être très différent des chiffres qui ont été cités dans la source, parce que la source de l'OMS, ça date de 2011, 2009, on est juste avant. Combien de personnes la dysmorphie musculaire affecte-t-elle? Donc la prévalence, elle est estimée jusqu'à 10% des culturistes qui présentent en fait des symptômes importants de dysmorphie musculaire. Effectivement, là on va parler de la bigorexie dans le cadre du bodybuilding. Au sein d'une population de bodybuilders, certains peuvent ne pas répondre aux critères formels de la dysmorphie musculaire, mais être affectés par des problèmes d'image corporelle qui leur causent des niveaux significatifs de détresse. Inversement, de nombreux culturistes présentant un comportement pathologique grave, même ceux qui abusent des stéroïdes anabolisants, peuvent estimer que leurs activités font simplement partie d'un mode de vie sain et ne se présenteront pas au service de santé. Le bodybuilding prédispose-t-il à la dysmorphie musculaire? Alors il y a une question qui se pose, c'est est-ce que le développement de la culture du bodybuilding a-t-il facilité l'apparition de la dysmorphie musculaire chez les hommes ayant des problèmes d'image corporelle? Il est possible que certains individus souffrant d'une psychopathologie préexistante se tournent vers le bodybuilding, ce qui aboutit finalement au développement d'une dysmorphie musculaire. Des études de cas cliniques suggèrent que la dysmorphie musculaire est presque toujours observée chez les personnes fortement impliquées dans le culturisme plutôt que dans la simple haltérophilie ou powerlifting. Voilà, donc c'est plus en lien avec le bodybuilding. Après, on va juste revenir un petit peu en arrière. Quand l'OMS, elle propose de faire 2 séances de renforcement musculaire dans la semaine, je pense pas qu'elle parle de faire du bodybuilding. Je suis quasiment sûr qu'elle ne conseille pas de faire ça. Donc, il est toutefois douteux que tous les bodybuilders soient exposés à un risque de perturbation pathologique de l'image corporelle, forcément. On pourrait même s'attendre à ce qu'une augmentation du physique aille de pair avec une augmentation de l'estime de soi, surtout si elle est associée à des commentaires positifs de la part des autres. Dans cette optique, on a une étude en fait qui a comparé un groupe de bodybuilders de compétition, un groupe d'hommes qui s'entraînaient avec des poids et un groupe d'hommes actifs qui n'utilisaient pas du tout de poids. Et les auteurs, en fait, ils affirment que les bodybuilders de compétition ne présentent pas plus de dysmorphie musculaire que l'un ou l'autre groupe. Donc là, ça va à l'encontre de ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais du coup, quand ici, alors ça contredit pas ça parce que c'est dans 2 disciplines différentes, mais ces résultats suggèrent que les bodybuilders d'élite sont significativement plus susceptibles d'adopter les caractéristiques associées à la dysmorphie musculaire que les powerlifters d'élite. Donc ça c'est important de le savoir, vraiment, effectivement, le bodybuilding, ça prédispose peut-être
un petit peu plus. Après, c'est toujours pareil. Comme la question était ici, est-ce que la culture du bodybuilding a-t-il facilité l'apparition de dysmorphie musculaire chez les hommes ayant des problèmes d'image corporelle? Est-ce que, du fait par exemple, même à l'heure actuelle, hein, les salles de muscu et tout ça, ça s'est vraiment vachement popularisé, répandu, peut-être qu'il y a plus de personnes avec des psychopathologies préexistantes qui n'auraient pas fait la rencontre du bodybuilding et qui n'auraient peut-être pas développé de troubles, qui maintenant peuvent développer des troubles. Donc voilà, toujours difficile de dire c'est 100% à cause du bodybuilding. De toute manière, même si on prend ça, ici on parle de 10%, voilà, hein, on va pas, on parlera un petit peu après de ces petites choses-là. Mais voilà, il y a un risque toujours. Quand on fait de la santé publique, il y a toujours des personnes, c'est pour la plus grande partie de la population, il y a toujours un risque que certaines personnes, ça se passe mal pour eux. Une étude affirme que les individus atteints de dysmorphie musculaire diffèrent des haltérophiles normaux sur la base de mesures telles que l'insatisfaction corporelle, les attitudes alimentaires, la prévalence d'utilisation de stéroïdes anabolisants et la prévalence au cours de la vie des troubles de l'humeur, de l'anxiété et de l'alimentation. Les bodybuilders qui font preuve d'un niveau ordinaire de dévouement à leur sport ne connaissent pas les profondes perturbations de l'image corporelle. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'une pratique raisonnable de la musculation, ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Et ça ne pose même pas de problème. Et on a vu que c'est même très bon pour la santé. Je vais juste vous remontrer ça. Voilà, c'est très bon pour la santé. Du coup, ça on l'a vu, on en était là. Oui, et voilà, et on peut pas... Par exemple, si on est dans un débat sédentarité versus sport, on peut pas avoir comme argument de dire que le sport, c'est pas une bonne solution. Si en fait, on veut savoir qu'est-ce qui est bon pour la santé, la sédentarité ou le sport, on peut pas avoir comme argument de dire oui, mais si on pousse les gens à faire de la musculation, admettons on parle de musculation, on peut pas pousser les gens à faire de la musculation parce que y a des gens qui vont avoir des troubles, qui vont souffrir de bigorexie. Oui, mais alors là, du coup, on tombe effectivement dans le sophisme de la solution parfaite, et donc présupposer que le seul but est la solution parfaite, et rejeter tout ce qui ne résout pas le problème parfaitement. Non, mais ça n'existe pas quelque chose qui résout un problème parfaitement, ok? Et donc, c'est justement sur ça que je voulais venir. En fait, quand on fait des campagnes de dépistage, ou des choses comme ça, ou de la prévention, en fait, le but, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre soit en bonne santé. Mais il y a toujours des personnes qui vont passer entre les mailles du filet. Par exemple, dans les tests de dépistage, on peut peut-être avoir un faux positif avec une personne, du coup, qui va subir des examens inutiles, qui va peut-être vivre avec le stress d'avoir une certaine pathologie, qui va pour certains, même si ça peut aller jusqu'au traitement, et des traitements peut-être que des fois qui vont être lourds, donc avoir des gros effets secondaires, des choses comme ça, pour rien, ok? Mais c'est toujours après le ratio, faire ça pour combien de vies sauvées de l'autre côté. Voilà. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc là, on a fini avec la bigorexie, il ne nous manque plus que les barrières, et on aura fini la vidéo. On va passer aux barrières, donc c'est une vidéo, c'est très court, hein, c'est 10 secondes. De la santé. Et si vous voulez vraiment que les gens se mettent au sport, allez calmer les grossophobes là en commentaire. Et puis pour qu'on travaille aussi pour que les salles de sport deviennent plus inclusives. Je crois que c'est là où il y a le plus de boulot à faire. Donc là, on nous présente des barrières à la pratique sportive, donc là, la grossophobie, et le fait que les salles de sport ne soient pas assez inclusives. Alors, on n'a pas d'exemple, mais peut-être par exemple pour les personnes à mobilité réduite, peut-être. Je sais pas ce qu'il voulait dire par inclusif. On va juste revenir sur la fin. Oui, c'est... Il y a le plus de boulot à faire. Voilà, à la fin, on émet un avis, la personne émet un avis en disant « Je pense que c'est là qu'il y a plus de boulot à faire ». Donc, bon, on va regarder quelles sont les barrières rencontrées par les gens qui sont sédentaires. Une chose avant de commencer, c'est que quand on veut, par exemple, faire passer les gens, on est intéressé par la santé publique et on veut faire en sorte que les gens... Alors, il faut que je retrouve la partie, je sais plus où c'est. Ah, les barrières, voilà. Quand on veut faire passer les personnes du sédentaire à une activité physique, il y a deux choses à identifier. Les barrières, ok, et les facteurs de motivation. C'est deux choses, voilà, et donc c'est dommage de présenter juste les obstacles, alors qu'on peut aussi présenter les facteurs de motivation. Dans les facteurs de motivation, ce qu'on a, c'est ça comprend le désir d'améliorer la santé, la prise de conscience récente de sa sédentarité, la facilité d'intégrer la réduction de la sédentarité dans le mode de vie actuel, un environnement adaptable et l'utilisation de rappels. Ok, donc tout ça, c'est ce qui va faciliter l'accès au sport et qui peut être des motivateurs.
des facteurs de motivation. Et en fait, on va voir aussi que le fait de d'expliquer à quelqu'un que c'est bon pour sa santé de faire du sport, et ben ça va être c'est une bonne chose pour motiver la personne à faire du sport, ok? Donc faire tout un reel en disant que dire aux gens sous prétexte de... Alors après, il y a une autre partie de la vidéo que je vais pas analyser, parce que je considère que c'est plus de la sociologie pour le coup. Mais on peut comprendre que dire à quelqu'un que faire du sport pour sa santé, ça pourrait être mauvais. Ben, en fait, non, ça peut être une bonne chose en fait de conseiller de faire ça, de dire à une personne que c'est bon pour sa santé. Ensuite, dans les obstacles, il y a l'état de santé existant, le plaisir de pratiquer des activités sédentaires, l'environnement qui n'est pas adaptable, la fatigue, la difficulté à comprendre que la réduction de la sédentarité, c'est pas de l'activité physique, il y a vraiment les deux. On peut être sédentaire et juste limiter son temps sédentaire sans faire vraiment de l'activité physique. Et ensuite, on a une autre étude qui nous présente plein de barrières. Il y a le bien-être physique et mental, donc par exemple les personnes qui ont des douleurs ou qui se sentent pas bien mentalement, bah, eux ils vont avoir plus de mal à aller vers l'activité physique. Le manque de connaissances, okay, notamment sur les bienfaits de l'activité physique. Les responsabilités sociales, professionnelles, familiales, en général ça prend le pas sur l'activité physique et sur le bien-être de la personne. Préjugés et stigmatisation au poids. Ça rentre dans la grossophobie, donc c'est un facteur qui a été cité dans la vidéo. Donc ça c'est ok. Les préjugés liés au poids et la stigmatisation des adultes souffrant d'obésité contribuent à de mauvais résultats en matière de santé, ainsi qu'à des sentiments de culpabilité, de gêne, de honte et d'inutilité, et contribuent à de moins bons choix de mode de vie et à une augmentation du temps sédentaire. Ça faut le savoir, et donc ça a été cité dans la vidéo. Donc ça c'est bien. L'environnement, l'accès aux soins pour les comorbidités et aux soins spécialisés dans l'obésité devrait être une priorité pour les décideurs politiques et les prestataires de santé publique. Là, le comportement sédentaire présente de multiples facettes et est influencé par une interaction complexe entre les facteurs individuels, environnementaux et socioculturels. Et oui, je voulais dire ici, en fait, tout le monde ne sait pas, en fait, il y a vraiment un travail à faire sur le fait de faire comprendre aux gens que l'activité physique, c'est vraiment bon pour leur santé. Faut pas croire que tout le monde le sait. Mais voilà, on voit que comportement sédentaire, interaction complexe entre facteurs individuels, environnementaux et socioculturels, comme dans la plupart des choses, pathologies, douleurs et tout ça. Et en fait, on peut pas... Si vous pensez que quelqu'un est sédentaire parce que c'est un feignant, en fait, c'est que vous n'avez jamais lu une seule étude, et en fait, vous ne connaissez rien au sujet, ok? Et dans ce cas-là, si vous pensez ça, ne vous exprimez... Alors après, c'est toujours pareil, hein. Ne vous exprimez pas sur ça sur les réseaux, j'ai envie de vous dire, la liberté, c'est aussi la liberté de passer pour un con devant tout le monde. Okay, donc si vous avez envie de passer pour un débile en disant les sédentaires c'est des feignants, vous avez tout à fait le droit de passer pour un débile devant tout le monde, ça c'est vraiment pas un problème. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les obstacles, en fait, ils vont être différents en fonction de l'âge. Okay, dans cette étude-là, ils ont fait par âge, et vous avez des facteurs et qui vont être plus ou moins importants en fonction de l'âge. Et ils peuvent être spécifiques à certaines conditions. Quelqu'un qui a mal au dos de manière chronique, bah, ça va pas peut-être être les mêmes barrières qu'une autre personne qui n'a pas de problème, mais qui a peut-être un travail où il travaille 70 heures par semaine. Voilà, enfin, il faut comprendre qu'il y a des choses spécifiques comme ça. Normalement, j'ai tout analysé. Je voulais vraiment analyser les affirmations qui posaient problème, pas faire d'analyse sociologique parce que ça m'intéressait vraiment pas enfin, c'est tout un aspect de la vidéo. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo elle vous a plu et on se dit à la prochaine. Salut.